Et si on s'intéressait encore à l'insécurité au Cameroun, cette fois, la presse a relayé comment une dizaine de personnes ont été enlevées à l'est du Cameroun. Ceux qui revendiquent ces enlèvements de planteurs et agriculteurs qui vaquaient à leurs travaux champêtres font savoir qu'ils font partie des ex-rebelles Séléka. D'autre part, l'on apprend qu'ils ont pour objectif de voir le régime de Yaoundé libérer leur chef, Abdoulaye Miskine, détenu à la Direction générale de la recherche extérieure depuis 1 an à Yaoundé. Et Guirandi Bara, où est-il? Depuis tout ce temps, le messager s'interroge et veut savoir pourquoi le ministre de la Communication est si muet. Depuis 2 semaines que ces informations font le tour de la presse du Cameroun et même ailleurs. Le journal s'interroge et veut savoir pourquoi le régime de Yaoundé n'arrive toujours pas à se prononcer sur le cas Guirandi Bara. La nouvelle expression qui a même annoncé que celui qui est présenté comme le putschiste de 1984 a réagi est aussi curieuse de savoir comment sa page Facebook a été piratée. Et quid donc de Aboubakar Shekau, le chef de file de Boko Haram, aurait-il finalement été tué entre l'armée camerounaise, celle du Nigeria et le gouvernement du Nigeria qui demande l'information sur la mort d'Aboubakar Shekau? Qu'en est-il exactement? Est-il véritablement décédé ou est-ce le scénario de 2013? La question reste posée. Nous allons également nous intéresser au courant de cette édition de Droit de réponse au football. Paul Biya qui vient de créer l'Académie nationale de football, la NAFOOT qui va se charger entre autres de la documentation, mais aussi de pouvoir former des footballeurs. Que faut-il donc attendre de cette académie qui était pourtant annoncée depuis 2010? Tentative de réponse tout au long de cette émission. Madame, bonjour, merci et bienvenue à Droit de réponse. C'est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat. Ici, comme tous les dimanches d'ailleurs, des acteurs de la société civile, des journalistes, des hommes politiques se relaient pour tenter d'apporter un peu plus d'explications sur ce que la presse a cru voir tout au long de la semaine qui s'achève. Mais avant de vous présenter nos invités pour ce dimanche, d'abord un retour dans les kiosques pour savoir comment la presse a évoqué toutes ces actualités. Flavien Dongo, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être là ce dimanche. Beaucoup d'insécurité et de sport au menu, un peu comme on est habitué ces derniers temps sur Droit de réponse. Alors, que dit la presse ? Et oui, la presse fait un focus, bien entendu, sur l'insécurité qui sévit au Cameroun, notamment dans la partie septentrionale et même aussi à l'est du Cameroun. Donc, parlant bien entendu de l'insécurité dans la région de l'est du Cameroun, le messager du lundi 22 septembre 2014 faisait annoncer déjà l'enlèvement d'une centaine de Camerounais à l'est, selon le journal. La bande armée d'Abdoulaye Miskine disait revendiquer la libération des leurs pris donc en otage par les éléments de l'armée camerounaise. Et parmi donc les otages retenus par le Cameroun, un chef rebelle, la bande d'Abdoulaye Miskine, a dû donner 72 heures au Cameroun pour la libération de leurs frères, faute de quoi des descentes punitives devraient donc se multiplier. Et bien entendu, la nouvelle expression du même lundi 22 septembre 2014 nous apprend que ce sont plutôt 10 Camerounais qui ont été enlevés par des éléments centrafricains, par des rebelles centrafricains, pardon. Le journal de l'immeuble Saint-Pierre à Douala fait savoir que les ravisseurs, après bien sûr la descente punitive dans la ville de Gawaboulaye, ont réussi à arracher un des leurs pris en otage par l'armée camerounaise avant de porter leurs revendications au gouvernement local. Le même journal précise que la compagnie d'infanterie motorisée de Gawaboulaye a même été attaquée par des rebelles qui restent campés sur leurs revendications tant que leurs frères ne sont pas libérés. Une action qui ne semble pas satisfaire le collectif de chefs traditionnels de cette partie du pays, notamment de la région de l'Est Cameroun, à Gawaboulaye, où en proie donc à la violence. La nouvelle expression souligne que ces derniers ont également annoncé au sous-préfet de Gawaboulaye leur détermination à en découdre avec bien sûr les rebelles centrafricains qui sèment le désordre dans cette localité. L'autre sujet qui suscite également des commentaires et même des analyses dans le cadre de cette autre édition de Droit de réponse, c'est bien entendu
l'affaire Guérandi-Mbara, la nouvelle expression fait savoir que Jeune Afrique a rebondi à Ouagadougou dans un article publié sur le site du journal panafricain le 23 septembre dernier. La nouvelle expression nous apprend que l'auteur de l'article à scandale veut crédibiliser son enquête, même sur le putschiste du 6 avril 1984. Le rédacteur de l'article avoue avoir joint par téléphone l'un des conseillers du président Blaise Compaoré, qui a d'ailleurs expliqué que cela fait très longtemps et qu'il n'était plus en contact avec Guérandi-Mbara. C'est donc à travers l'article de Jeune Afrique qu'ils apprennent toutes ces nouvelles sur la situation de l'ennemi juré du pouvoir de Yaoundé, ajoute le chef d'État particulier de Blaise Compaoré. Le Messager s'intéresse également à cette affaire et relève que le silence du gouvernement trouble l'opinion. Pour le journal, Guérandi-Mbara a disparu des rayons radar. Il n'est visible nulle part, ni à Ouagadougou, ni en France, ni ailleurs. Qu'est-il devenu, qu'est-il arrivé donc à celui-là et qui a bénéficié avec d'autres de la loi d'amnistie de 1990, des questions qui semblent ne pas encore trouver des réponses. Le Messager se demande aussi si Issa Chiroma Bakari a perdu sa langue sur cette question. Un silence du gouvernement qui agace d'ailleurs Maurice Kamto, titre la nouvelle expression. Le journal nous apprend que Boko Haram, Guérandi et Maître Arissou sont des sujets qui ont été analysés par le président du MRC. Donc la nouvelle expression précise que l'ex-membre du gouvernement ne supporte plus l'attitude du gouvernement actuel. Il interpelle d'ailleurs ses dirigeants à rendre compte des menaces qui pèsent sur les libertés civiles et politiques au Cameroun. Et puisqu'il s'agit bien sûr des questions d'insécurité, la nouvelle d'ailleurs, le journal La Nouvelle se demande si Bolloré est capable de déstabiliser le pays dans lequel il trouve bien sûr son compte et par ricochet trahit Paul Biya. En tout cas, s'il y a une chose qui peut encore mettre en place ou tout au moins ensemble les Camerounais, c'est bien sûr le football. Sandrine, comme vous le constatez, le quotidien Le Jour tente donc de nous expliquer comment le Cameroun a réussi à obtenir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Pour Le Jour, si le dossier technique du Cameroun a été bâclé, par conséquent n'a pas pu convaincre, ce sont bien sûr d'autres raisons qui ont aidé le pays de Roger Mila à décrocher l'organisation de ce tournoi de football. Le rédacteur de l'article fait savoir que 3 facteurs ont pu aider le Cameroun. D'ailleurs, le premier, c'est bien sûr le désistement des pays concurrents comme la RD Congo et le retrait définitif de la Libye, etc. Le second facteur, pédigré, dont jouit le pays de Roger Mila sur la scène footballistique mondiale, et ce, en dépit bien sûr les prestations chaotiques des Lions indomptables ces dernières années. Et pour trouver bien sûr la cause déterminante de ce succès, il faut interroger l'irrésistible entre-gens du puissant président de la CAF, la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Hayatou, qui s'était juré d'offrir ce cadeau à son pays avant bien sûr de quitter les rênes de la Confédération africaine de football. Toujours en sport, la nouvelle expression, tout comme plusieurs journaux, ont relayé l'annonce de la création de l'Académie nationale du football. La nouvelle expression souligne que Paul Biya tient une promesse vieille de 4 ans. Le 10 février 2010, donc Paul Biya avait fait cette annonce et depuis lors, rien n'a été fait. Le rédacteur de l'article revient ou tout au moins relève que Paul Biya vient donc de faire du réchauffé. Point final pour la revue, bien sûr, des sujets qui sont à l'ordre du jour de cette autre édition de Droits de réponse. Merci Flavien Ndongo. Beaucoup de choses à dire évidemment sur la sécurité et le sport. C'est bien cela? Notamment. Très bien. Merci à vous. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres thématiques à aborder bien évidemment dans le cadre de cette émission de débat. Je vous propose donc de faire à présent plus en connaissance avec nos invités, ceux qui ont accepté de partager ce moment avec nous. Elie Smith, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes journaliste. Il y a quelque temps encore, vous travaillez du côté du Congo. C'est bien cela? Oui, exactement. Je travaille toujours, même comme j'ai été expulsé, mais mon contrat reste toujours. Je suis toujours directeur de MN Télévision à Congo-Brazzaville. Et comment cela se passe-t-il entre le Cameroun et le Congo? Vous faisiez remarquer il y a juste un instant que vous avez été expulsé de ce pays. Oui. Alors, comment comptez-vous faire?
Non, je compte rentrer mardi parce que ça apparente à un certain petit kidnapping, parce que je suis arrivé au bureau et puis les policiers de la police judiciaire sont arrivés. Ils m'ont dit que le général Jean-François Ndengue, qui est le commandant de la police congolaise, veut que je parte chez moi au Cameroun. Alors, est-ce que vous reprochez certaines choses vis-à-vis du régime congolais? Non, c'est quand même paradoxal. La chaîne où je travaille, c'est la chaîne du grand frère de M. Denis Sassou Nguesso. Non, je pense que ça concerne la police. Les gens sont venus braquer chez moi et ils ont violé ma soeur, ils ont volé de l'argent. Vous voyez que c'est quand même, le ridicule ne tue pas. C'est moi comme braque, donc c'est comme si on me tue 2 fois. Ils violent ma petite soeur, ils ne veulent pas que j'en parle. Et ceux qui étaient chez moi, qui étaient en train de braquer, avec un téléphone, ils étaient en train de causer avec quelqu'un au téléphone. Le seul crime que j'ai commis, et que j'ai demandé à M. Jean-François Ndengue que l'enquête continue et que je sache qui ces messieurs étaient en communication. Je vous rappelle que les braqueurs étaient de la GER, dont les gardes présidentiels, et aussi il y avait les policiers parmi les braqueurs. C'est ce qu'eux ils m'ont dit, je ne suis pas braque. Alors vous comptez quand même retourner au Congo-Brazzaville. Est-ce que ce n'est pas dangereux ou délicat pour vous? Non. Pour l'exercice de votre profession également. Non, vous savez que dans la profession de journaliste, un bon journaliste, c'est les risques. Hein? Et donc ça ne me fait pas du tout peur, comme je ne me reproche de rien et que ma société ne m'a pas licencié. D'ailleurs, même lundi, il y a le monsieur Maurice Nguesso, qui est le PCA de notre groupe, va écrire une lettre de protestation au ministre de l'Intérieur et puis au Conseil supérieur de la liberté de communication pour kidnapping d'un journaliste. Donc ça apparente à un kidnapping et rien d'autre. Voilà pourquoi je rentre mardi, j'ai acheté mon billet d'avion et je repars. Très bien. Oui. On vous souhaite de toutes les façons bon vent du côté du Congo-Brazzaville en espérant que tout ce qui a été dit et entendu jusqu'ici passe désormais pour de mauvais souvenirs, Ellie Smith. Oui, tout ce qui a été dit, c'est vraiment faux parce que j'aurais appris que c'est intelligence avec les ennemis. Vous savez que le Congo a un passé très communisant. Pourquoi se fait-il qu'il se fâche quand l'Union européenne proteste du braquage chez moi et la violation de ma petite sœur? Pourquoi se fait-il qu'il se fâche si les États-Unis se réagissent? Pourquoi vont-ils se fâcher si la France se réagisse? Pourquoi vont-ils se fâcher si l'ambassadeur du Cameroun réagisse avec vigueur que ce qui s'est passé? Aujourd'hui, vous voyez, auparavant, moi, j'ai cru que c'était un braquage ordinaire. Voyez-vous que les faits montrent que ce n'était pas un braquage. Donc, ce que je demande toujours à la police congolaise et à la justice congolaise est que, qu'on me cherche les personnes avec lesquelles les braqueurs présumés étaient au téléphone avec, et que ceux qui ont violé ma petite sœur, j'aurais même appris que ces braqueurs, je ne sais pas si c'est vrai, ont été libérés, mais je veux croire que ce n'est pas faux. Je voudrais qu'ils cherchent la personne avec laquelle ils étaient au téléphone. C'est tout ce que je veux. Très bien. Merci à vous, Ellie Smith. De toutes les façons, vous êtes au Cameroun et nous allons parler ensemble de l'actualité qui nous concerne, nous, au Cameroun. Merci à vous d'être là. Merci également à Maître Emmanuel Pensi. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, bien connu sur la place de Douala. Bonjour. Bonjour Sandrine et bonjour aux téléspectateurs de STV. Vous êtes bien sur Equinox. De Equinox Télévision, excusez-moi. Très bien. On peut bien vous comprendre. Alors, vous arrivez sur notre plateau lorsque, quand même, dans le barreau du Cameroun, ça bouge un peu avec des avocats qui ont quand même fait l'objet des sanctions, qui ont été punis, disons-le comme ça, par la justice camerounaise. 25 ans de prison pour Maître Lydia Nyeneyoum. Quel commentaire? Le premier commentaire, d'abord, c'est à l'égard de notre ami qui vient du Congo-Brazzaville. C'est un pays où j'ai beaucoup d'attaches et je connais Maurice Sassou Nguesso, que nous on appelle le grand Maurice. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est le frère aîné du président de la République, qui est très attaché, il a des liens très forts avec le président. Il a d'ailleurs été dans le pétrole dans le temps, peut-être qu'il y est toujours, et c'est quelqu'un avec qui j'ai un certain nombre de liens. Donc je regrette ce qui s'est passé en ce qui vous concerne, mais je crois que on va tout faire au niveau de la présidence et ailleurs de pouvoir y faire. Je dois rappeler que mon ex-épouse est ministre au Congo-Brazzaville et actuellement, et qu'elle a été directeur du cabinet civil du président de la République, Lissouba. Bon, donc c'est un pays que je connais très très bien. Bon, maintenant revenons à ce qui se passe au Cameroun. Vous savez, Yann Eyoum, c'est une avocate que je connais très très bien. Et qui est marié à un Français, qui était directeur financier à l'époque du SCB Crédit Lyonnais, qui a engagé une procédure pour le compte du ministère des Finances dans lequel elle a encaissé un certain nombre d'argent.
C'est ça, en fait, l'affaire. Et elle a touché une partie des honoraires, semble-t-il, qui me paraissait assez important. On parle de 270 millions. Et qu'elle aurait gardé une autre part. On parle des sommes un peu folles qui dépassent le milliard. Donc, elle est poursuivie dans le cadre d'une affaire pour détournement des deniers publics. Je ne sais pas si c'est rétention sans droit au niveau de la qualification, ce qu'on devait faire, puisqu'elle a retenu abusivement ces sommes-là. Puisque quand un avocat reçoit de l'argent, il a un délai pour pouvoir le conserver et pouvoir le restituer au client. Ça fait partie des règles de déontologie professionnelle. Bon, moi, en ce qui me concerne, je pense qu'elle ne devrait pas garder cet argent. Alors, elle a pris des avocats. Je pense que la manière, ça, il faut le dire, dont elle a été défendue, notamment par des avocats français qui ont porté plainte contre le président de la République en France et contre le ministre de la Justice, me semble pas être la meilleure manière de se défendre. Et ça c'est un événement qui a braqué totalement les juges. Et je souhaite tout simplement, au-delà de la décision qui me semble être excessivement sévère, puisqu'elle va faire un pouvoir en cassation, qu'on puisse mieux rétablir sa défense. On a des avocats qui sont talentueux. Je crois que dans un moment donné, si elle avait remboursé cet argent-là, je ne suis pas... En tout état de cause, une partie, je ne suis pas certain qu'elle aurait eu cette condamnation. Donc je regrette ce qui lui est arrivé, mais elle est française, mais elle a eu sa nationalité en cours de procès, parce qu'elle est mariée à un Français et la procédure a été mise. Donc moi, c'est quelqu'un que je connais personnellement depuis très longtemps, puisque c'est une nièce à Édouard Koula, qui était ministre des Finances et qui travaillait avec le président de la République. Je la connais très très bien et je crois qu'elle ne devrait pas s'entêter à garder de l'argent pour arriver jusqu'à ce niveau-là, parce que vous encaissez peut-être 2 milliards et quelques, garder 1 milliard, ça ne me semble pas être une bonne chose. C'est ce que j'ai à dire, puisque j'ai été membre du Conseil et même vice-président de l'Ordre. Si c'est arrivé au niveau du Conseil, le Conseil aurait fait en sorte que, d'ailleurs, l'État devait le faire, c'est-à-dire saisir le Conseil de l'Ordre des avocats qui allait lui intimer l'ordre et avoir une sanction disciplinaire qui aurait peut-être empêché qu'il y ait des poursuites judiciaires. Et ça, je tiens à le dire au niveau des avocats, on peut perdre la tête parce qu'on a reçu beaucoup d'argent. Et quand vous recevez beaucoup d'argent d'un client, les règles de déontologie voudraient que vous rendiez et restituiez cette somme en tout état de cause au client et que vous négociez avec, vous allez en arbitrage au niveau du Conseil de l'Ordre. C'est comme ça que ça se passe. Très bien. Merci à vous, Maître Emmanuel Pensi. Un autre avocat sur ce plateau, plutôt spécialiste aussi du droit international. Maître Célestin Kengoum, bonjour. Bonjour, Sandrine. Merci d'être là. On est quand même un peu intrigué par cette affaire de Maître Elisa Yaneyoum. Beaucoup d'avocats qui se retrouvent dans ces affaires de détournement de deniers publics. Est-ce que cela ne ternit quelque peu pas l'image des avocats du Conseil de l'Ordre? Je ne pense pas que l'image des avocats est ternie par ces arrestations. On a arrêté des membres du gouvernement, ça ne remet pas en cause l'honorabilité d'un ministre de la République. Donc je pense que le problème se situe à deux niveaux. Au niveau de la relation qui existe entre les fonctionnaires de